Bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Installez-vous, prenez vos aises. Il reste encore des places à prendre et du temps en attendant le millénium. Bienvenue à vous les amis de la vérité. C'est un grand plaisir de vous retrouver. J'espère que c'est un plaisir partagé. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas donné signe de vie, mais bon, je suis toujours là. Toujours à l'action, c'était les vacances. Donc, nous allons voir ensemble l'histoire des Templiers. Vous voyez sur cette image différents signes de la croix des Templiers, différents signes utilisés par les différentes confréries des Templiers. Nous remarquons que pour la plupart, la quasi-totalité des croix sont des croix pâtées. Lorsque ça part en s'élargissant, on appelle cela une croix pâtée. Il n'y a que celle-ci qui n'est pas une croix pâtée, qui est proprement dit le drapeau suisse, ici. Donc, et le sceau, et bien sûr, le sceau des Templiers. J'avais oublié. Ici, nous voyons une affiche publicitaire suisse avec le drapeau suisse et un bouclier, mais bon, on peut remarquer que cela donne allusion aux Templiers. Je vous invite en complément de ma vidéo à visionner cette chaîne de Schatz Fratz. Visionnez cette vidéo, la bête suisse, base du diable, une vidéo complémentaire avec celle-ci. Un travail intéressant, des choses que je valide, d'autres moins, d'autres pas. Ici, nous voyons donc, faire un petit clin d'œil à cette vidéo, nous voyons le sigle de l'ordre des Templiers suisses. La croix rouge aussi, qui est la croix rouge, c'est digne descendante des Templiers hospitaliers. Petite anecdote, j'avais un contact sur internet à un moment qui m'avait fait l'aveu que je tiens à ajouter que cette personne était interprète dans la Croix-Rouge. Et elle m'avait fait l'aveu à un moment, il y a 5 ans, 5 ans, il y a 5 ans, que dans certains endroits, des gens attendent de l'armement, elle m'avait dit, tout simplement. Donc, pour ceux qui s'imaginent que la Croix-Rouge distribue des luris et des bonbons, ben, dites-vous qu'ils ne distribuent pas que cela. Donc, pour ceux qui sont des amis de la vérité, beaucoup savent que, que la Croix-Rouge n'est pas une entreprise si bienfaisante que cela. Donc, nous allons voir dans cette vidéo différentes dates, différents événements que j'ai regroupés pour vous afin d'apporter plus de lumière, de concentrer la lumière dans certains points. Additionnez tout ceci et vous donnez le schéma global de cette histoire mystérieuse pour certains. Et une certitude pour d'autres. Donc nous allons voir ensemble la création de la République de Gênes en 1005. Alors Gênes est actuellement la principauté monégasque. Donc la création de la République de Gênes, une république en 1005. J'attire l'attention sur le terme république, un terme que nous connaissons bien. Nous allons voir ensemble les Templiers en Écosse à partir de 1128.
Nous allons voir l'Inquisition médiévale de 1231, d'où a suivi l'arrestation des Templiers en 1307. Et juste avant cela, entre l'Inquisition et l'arrestation des Templiers, la création de la Suisse en 1291. Et en 1128 aussi, j'ai oublié, l'autorité de Gênes est reconnue indépendante par le pape Frédéric Ier en 1162. En 1270, une guerre civile, fin de la République de Gênes, début des Grimaldi, début d'une monarchie donc, d'une principauté. Nous allons voir, et puis la fin de la République de Gênes, naissance de Monaco en 1815. Donc, première grande révolution à Monaco en fait, hein, à Gênes. Hein. Une république qui est passée à une monarchie. Hein. Donc nous allons voir ensemble tout ceci et je vais vous expliquer ces événements qui se suivent et qui se lient. Tout est lié. Tout est lié. Nous voyons dans cette flèche chronologique, hein, pendant la monarchie forte, l'influence affluente des Templiers jusqu'à leur arrestation. Une arrestation qui, je pense, était en partie justifiée. Et pourquoi je vais vous parler des Templiers? Eh bien, parce que c'est dans la continuité de mon travail, tout simplement, car je ne fais pas des vidéos qui se suivent et se contredisent. Je fais des vidéos qui se suivent et qui sont en accord, contrairement à certains de mes contradicteurs qui cherchent à me critiquer et qui n'ont besoin de personne pour se critiquer eux-mêmes. Ils ont tendance à se contredire d'une vidéo, d'un témoignage à un autre. Et non, moi, c'est dans la continuité de mon travail. Je vous fais remarquer que les Templiers vont remarquer que la route relie Londres à Jérusalem. Hein, donc une route importante pour ceux qui connaissent mon travail. Et je vous remercie tous d'ailleurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager. Plus nous serons, mieux ce sera et plus vite nous pourrons partager la vérité. Donc vous voyez sur cette carte la route des Templiers, des croisés. Alors, cela est lié aux routes de pèlerinage aussi des Templiers. Nous voyons que par l'océan, eh bien, lorsque ça part de Londres, ça va jusqu'à Marseille, ça contourne l'Espagne, ça va jusqu'à Marseille, jusqu'à Gênes, hein, Gênes que nous allons voir ensemble, pour aller jusqu'à Jérusalem, hein, d'une manière fluviale et par la terre. Très bien expliqué sur cette carte. Donc, nous allons nous intéresser sur le financement des Templiers. Les Templiers devaient exercer une activité économique, commerciale et financière pour payer les frais inhérents au fonctionnement de l'ordre et les dépendances de leur activité militaire en Orient. Cependant, il ne faut pas confondre cette activité économique et financière avec celle plus sophistiquée des banquiers italiens à la même époque. L'usure, c'est-à-dire une tractation comportant le paiement d'un intérêt, était interdite par l'Église aux chrétiens et de surcroît aux religieux. Comme le dit l'Ancien Testament, Deutéronome 23:19, tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour vivre, ni pour aucune chose qui se prête à intérêt. Les Templiers prêtaient de l'argent à toutes sortes de personnes ou institutions, pèlerins,
croisés, marchands, congrégations monastiques, clergés, rois et princes. Le montant du remboursement était parfois supérieur à la somme initiale lorsqu'il pouvait être camouflé par un acte de changement de monnaie. C'était une façon courante de contourner l'interdit. Donc nous voyons qu'ils avaient trouvé le moyen de contourner l'interdit. Pour certains d'entre eux, pas tous, je, je ne doute pas que dans les Templiers, il y en avait certains qui étaient malhonnêtes. Et d'autres qui avaient vraiment donné leur cœur, leur foi au service, qui ont tout mis au service de Dieu. Lors de la croisade de Louis VII, le roi de France, en arrivant à Antioche, demanda une aide financière aux Templiers. Le maître de l'ordre, Édouard de Barès, fit le nécessaire. Le roi de France écrivait à son intendant en parlant des Templiers. Nous ne pouvons pas nous imaginer comment nous aurions pu subsister dans ces pays sans leur aide et leur assistance. Nous vous notifions qu'ils nous prêtèrent et empruntèrent en leur nom une somme considérable. Cette somme leur doit être rendue. La somme en question représentait 2000 marques d'argent. Oui, ça devait être pas mal. Hein. C'était de bons amis. Vous voyez que pendant les croisades, ils ont combattu aux côtés de certains rois et bon, ils ont dû nouer des relations, hein, des accords, des arrangements entre eux. Il y a eu des arrangements. Nous voyons que cédaient aussi d'une manière financière. Donc ils avaient une place importante. Ce n'est pas discutable. Et ils avaient pas mal d'idées d'avant-garde, comme la lettre de change. L'activité financière de l'ordre prévoyait que les particuliers puissent déposer leurs biens lors d'un départ en pèlerinage vers Jérusalem, Saint-Jacques-de-Compostelle ou Rome. Les Templiers inventèrent ainsi le bon de dépôt. Lorsqu'un pèlerin confiait aux Templiers la somme nécessaire à son pèlerinage, le frère trésorier lui remettait une lettre sur laquelle était inscrite la somme déposée. Cette lettre manuscrite est authentifiée, prit le nom de lettre de change. Le pèlerin pouvait ainsi voyager sans argent sur lui et se trouver plus en sécurité. Arrivé à destination, il récupérait auprès d'autres Templiers l'intégralité de son argent en monnaie locale. Les Templiers ont mis au point et institutionnalisé le service du change des monnaies pour les pèlerins. Donc nous remarquons que là, ils ont créé le principe de banque, hein, et ils avaient leurs points dans différents endroits. Ils avaient leurs points de retrait. Et c'est vrai que c'était un côté bien pratique. Nous remarquons donc que ils remettaient, il n'y avait pas d'intérêt là, ils remettaient la somme donnée au point de départ et donnaient l'équivalent en monnaie locale. Le trésor de l'ordre. Il s'agissait d'un coffre fermé à clé dans lequel était gardé de l'argent, des bijoux, mais aussi des archives. Ce coffre-fort était appelé Huche. Le maître de l'ordre à Jérusalem en effectuait la compatibilité avant que celle-ci ne fût transférée à la fin du XIIIe siècle au trésorier de l'ordre. Trésorier de l'ordre, nous allons voir. Nous verrons plus tard. 3 articles des retraits de la règle nous renseignent sur le fonctionnement financier de l'ordre. Le maître pouvait autoriser le prêt d'argent sans intérêt, avec ou sans l'accord de ses conseillers selon l'importance de la somme. Les revenus provenant des commanderies d'Occident étaient remis au trésor du siège de l'ordre à Jérusalem. Tous les dons en argent de plus de 102 ans étaient concentrés dans le trésor de l'ordre.
Les commanderies de Paris ou de Londres servaient de centre de dépôt pour la France et l'Angleterre. Chaque commanderie pouvait fonctionner grâce à une trésorerie conservée dans un coffre. Au moment de l'arrestation des Templiers en 1307, il a été retrouvé un seul coffre important, celui du visiteur de France, Hugues de Perrot. L'argent qu'il contenait a été confisqué par le roi et a immédiatement rejoint les caisses royales. Que la suppression de l'ordre par Philippe IV le Bel ait eu pour objectif de récupérer le trésor des Templiers est une hypothèse cependant contestée, car le trésor du Temple était bien inférieur au trésor royal. Le roi a en fait pallié ses difficultés financières en essayant d'établir des impôts réguliers, en taxant lourdement les juifs et les banquiers lombards, parfois en confisquant leurs biens et en pratiquant les dévaluations monétaires. Donc, là, il est remis en cause le pourquoi du jugement de Philippe le Bel, et je suis en accord avec ce point de vue-ci. Je pense que l'intention n'était pas de voler le trésor des Templiers. Je pense, moi, que c'était plus lié à un problème politique. C'est-à-dire que les Templiers avaient une place importante dans la politique, dans toute l'Europe, et avaient des amis ou des alliés qui n'étaient pas forcés de plaire au roi de France. Et je pense que c'était plutôt ça qui portait à préjudice à ses yeux. Je pense que pour les Templiers, il y avait du côté des Templiers des alliés qui ne convenaient pas au roi de France, et il a donc souhaité mettre une trêve à cette relation et à les arrêter, à les stopper. Bon, c'est sûr qu'il les a carrément arrêtés, il ne les a pas expulsés. C'est vrai. Bon, je pense que dans cette histoire, il y a eu du tort et des raisons de chaque côté. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été aussi, cette occasion-là était aussi pour les Templiers le moment, le prétexte, le moment pour fuir, hein, tout simplement, et pour disparaître aussi, surtout. Mais bon, tout ceci avait été préparé à l'avance. Et j'ai bien peur que malheureusement, Philippe le Bel a eu raison d'apporter ce jugement, et que le jugement d'hérésie était justifié dans certains groupes des Templiers. Je dis pas tous. Il y en a certains qui avaient de la bravoure, de l'honneur, du courage, et qui se combattaient au nom de Dieu, qui défendaient le faible. Ils étaient là pour ça, de tout leur cœur et de toute leur âme. Dieu leur rend grâce, nous le rendons grâce. Ils sont certainement dans les 144 000 actuellement à attendre que tout le monde soit au complet, que tout le monde soit là. Que les 144 000 soient au complet. Il y en a certains qui sont certainement là-dedans. Voilà. Mais il y en a d'autres qui, eux, ont profité de cette situation, je pense, pour disparaître. Mais pour s'effacer, mais pas disparaître, s'effacer seulement, pour se dissoudre, pour se fondre. Voilà. Donc, ils avaient préparé leur fuite à l'avance. Ils avaient déjà leurs différents points de dépôt. Hein. On peut remarquer que ça allait jusqu'à Jérusalem. Et après, bon, mais nous allons voir ensemble que la région de Gênes est pas mal concernée, et dans le lien que je vous ai partagé au début de la vidéo, vous voyez bien que la Suisse est pas mal concernée aussi. Donc les Templiers en Écosse, l'installation des Templiers en Écosse remonte à la rencontre en 1128 entre David Ier d'Écosse et Hugues de Payen, le fondateur de l'ordre, qui voit le roi octroyer la terre de Ballantradoc à celui-ci, soit une année avant le concile de Troyes qui officialise la création de l'ordre du Temple. Cette première possession de l'ordre de terre sainte est située dans le Lausiane.
Cette commanderie devient le siège de l'ordre en Écosse et prend le nom de Temple. Donc c'est le Temple de l'ordre. L'ordre du Temple, plutôt. Vous voyez que les relations, ils commencent à faire jouer des relations. Ils font jouer des relations avec certaines nations, certains rois. Il y a de l'allégeance dans certains arrangements pour, et, et à côté il y a aussi de la colonisation. Ils créent ou ils s'allient en secret avec ils s'allient, ils prêtent allégeance à des rois puissants. Et à côté de ça, ils colonisent aussi, ils créent de nouvelles nations comme la Suisse. Et nous allons le voir comme, ou nous avons vu aussi comme Gênes. Et ici, nous avons par rapport à l'installation des Templiers en Écosse et le coffre d'Angleterre, eh bien, je pense que le coffre d'Angleterre est pas mal lié à la cité de Londres. Hein. Vous voyez le blason de la cité de Londres, un blason pas mal sataniste. Vous voyez la croix rouge sur fond blanc, les Templiers. Vous voyez une croix à l'envers. Et vous voyez les dragons, c'est la cité de Londres. Voilà. Très lié aux Templiers, comme vous pouvez le voir au blason. Templiers, la partie qui est restée et la partie qui est survécue malheureusement est la mauvaise et la pire. L'esprit du dragon. Vous voyez encore le blason de la City of London. Et donc le 13 octobre 1307, jugement des Templiers, et ce sont les meilleurs qui ont été jugés. Malheureusement, ce ne sont pas les bons qui sont partis, ce ne sont pas les bons qui ont été jugés. Les bons ont été laissés sur place. Les autres ont fui. Il y en a qui ont fui et qui ont laissé les autres sur place. C'est ça qui s'est passé. Et ceux qui ont fui, leur volonté a été de s'effacer, de dissoudre leur confrérie qui est devenue la franc-maçonnerie. La confrérie secrète des Templiers a été obligée de se cacher, a été obligée de devenir secrète, cette confrérie. Et donc cela a donné la franc-maçonnerie à partir de 1307 et peu avant création de la Suisse et pas mal longtemps avant la création de Gênes, une république en 1005. Donc ici nous voyons, alors oui, vous avez vu le blason des croisés des Templiers suisses, et là vous voyez la croix pâtée. L'origine de la croix pâtée, c'est la croix Inc. La croix Inc qui est la croix de vie. Et aussi, c'est une croix en C. On voit qu'elle est en C et elle est aussi pâtée. La croix pâtée, c'est symbole des Templiers, des croisés. Toutes leurs croix, et quasiment toutes, il n'y en a qu'une qui n'est pas pâtée dans leur symbole. Et vous voyez, c'est un symbole égyptien, de païen. Donc nous constatons que l'esprit païen, que l'esprit du dragon a une certaine mainmise, vous voyez. Il ne faut pas se tromper, il y a des pièges partout. La croix de vie est un symbole qui est utilisé aussi dans la religion chrétienne. C'est une croix pâtée lorsqu'elle part en s'élargissant, vous voyez. Croix pâtée qui est utilisée dans toutes les croix des Templiers. Sauf que la croix des Templiers, de même, les lignes sont de même longueur, sont égales. Et nous allons voir aussi par rapport à aux couleurs des drapeaux rouge et blanc. Alors la couronne blanche qui est la haute Égypte, la couronne rouge qui est la basse Égypte.
et la couronne rouge et blanche qui est l'Égypte unifiée, et la couronne bleue qui est la couronne de guerre. Et pour rejoindre le travail de Chatziel-Efratz, il en parle, vous voyez, les couleurs blanches et rouges que l'on retrouve dans beaucoup de drapeaux. Et il y a aussi bleu, hein, bleu, blanc, rouge, que l'on retrouve dans beaucoup de drapeaux, y compris dans le drapeau monégasque, qui était anciennement Gênes, dans ce que nous avons pu voir juste avant. Donc, vous voyez, Gênes, on voit dans la carte, là, c'est ici, c'est Monaco. Voilà. Anciennement Gênes, République de Gênes, qui appartenait quand même à l'Italie. Ici, nous voyons le blason de Monaco, deux moines avec une épée. Nous remarquons ici, il n'y a pas de fleur de lys. Hein. Ça, il n'y a pas de fleur de lys ici. Il y a la croix pâtée, là. Croix pâtée décroisée, ici, 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 ici. Voilà. Pas de fleur de lys, hein. Zéro fleur de lys. Couleur rouge et blanche, hein, encore. Et le moine avec l'épée, pour la petite histoire, ce serait Grimaldi, hein, l'ancêtre Grimaldi, qui aurait réussi à rentrer dans le château lorsqu'il était sous l'emprise des Sarrasins, a réussi à rentrer dans le château en étant déguisé en moine et à prendre possession de la place forte, il semblerait. Petite histoire. Donc, des origines au XIIIe siècle. Dès les plus anciennes époques de la préhistoire et la plus haute antiquité, le rocher de Monaco est le port naturel servant de refuge aux populations primitives, puis à des navigateurs venant d'Orient. Bon, ils disent ici que c'est un port naturel qui servait de refuge aux populations primitives. Moi, je dirais qu'ils n'étaient pas tous si primitifs que ça. Mais bon. Au 6e siècle avant Jésus. Bon, enfin, primitif, ça fait bien à cette époque-là, ça assombrit pas mal l'époque. Mais bon, c'est pas dit, que j'insiste, excusez-moi, mais ils n'étaient pas si primitifs. Il devait y avoir certains croisés déjà. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, une tribu habite la région qui aurait donné son nom à Monaco. Donc il y a une tribu qui s'appelait la tribu. Après les Phéniciens du 2e siècle avant Jésus-Christ, au 5e siècle de notre ère, les Romains s'installent dans la région. Ils utilisent le rade de Monaco qui a pris le nom de Portus Herculis Monoétie, Port Hercule. Du début du 6e siècle à la fin du 10e siècle, la région subit de nombreuses invasions, et ce n'est qu'en l'an 975 que le comte de Provence réussit à repousser les Sarrasins, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle. En 1162, Gênes voit son autorité reconnue par l'empereur Frédéric Ier Barberousse sur la côte ligure, depuis Porto Venere jusqu'à Monaco. En 1191, l'empereur Henri VI concède enfin à Gênes le rocher de Monaco, son port et les terres adjacentes. Les Génois installent une colonie sur le rocher et construisent un château fort, puis devient le poste frontière à l'ouest de la République. Donc, on voit que là, ça s'agrandit, mais c'est toujours la République de Gênes. C'est pas mal mouvementé, hein, ils ont installé leur colonie, mais il y a encore des attaques de Sarrasins ou des assaillants. Une dynastie vieille de 700 ans. En 1270, une guerre civile à Gênes met aux prises les Guelfes, partisans du pape, et les Gibelins, partisans de l'empereur romain germanique. À la suite d'une victoire de ces derniers, de nombreuses familles guelfes sont exilées, parmi lesquelles celle des Grimaldi. Cette puissante famille de patriciens génois, par sa persévérance, déjouera les ruses de l'histoire et s'enracinera sur le rocher de Monaco au tournant de la société médiévale. Donc oui, Grimaldi, c'est la première révolution, hein, d'une république qui fait la révolution pour passer à la monarchie, une principauté.
C'est l'inverse de la France. Donc, l'on peut remarquer que ces créations de terres, de territoires, eh bien, ont commencé par des périodes d'essai de cobayes. On remarque bien que cette région a été une région cobaye. Ils ont commencé avec une république. Voilà. Donc c'est Henri VI, dit le sévère ou le cruel, qui a dit Monaco c'est bon, ça vous appartient, Gênes vous êtes indépendant et on vous donne même un peu plus de terre. Voilà. Et il était censé être cruel, donc il a été adouci hein, sur le coup. On se demande bien comment. République de Gênes, vous voyez encore le drapeau, une croix rouge sur un fond blanc. Et là, c'est un drapeau tout en longueur. On peut remarquer que, par exemple, sur les boucliers des Templiers, c'était des croix comme ça, tout en longueur aussi. Important, les couleurs rouge et blanche sont les mêmes. Alors, la République de Gênes est l'une des grandes républiques maritimes italiennes qui a duré près de 8 siècles, du milieu du XIe siècle à 1797, après l'addiction du dernier doge de Gênes, Giacomo Maria Vignale. Voilà. Date de fondation en 1005. Dissolution en 1815. Il faut savoir que ça a été aussi sous l'influence française à certains moments, jusqu'au moment où Monaco a concédé Menton à la France et a retrouvé son indépendance en échange de Menton. Donc, République de Gênes, remarquez la devise. République qui ne reconnaît aucune supériorité. Vous imaginez une partie d'échecs, vous avez un jeu normal et en face vous avez que des pions. En fait c'est ça, c'est facile hein. Alors là vous avez la tour qui joue, qui va voir le pion et dit c'est qui, c'est toi le roi? Le pion il va dire non c'est pas moi. La tour va voir un autre pion et fait c'est toi le roi? Non c'est pas moi. C'est qui le roi? C'est pas moi. Ils savent pas qui c'est le roi, il n'y a pas de roi, ils n'ont aucune supériorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt facile. Ici, nous voyons à l'église de Monaco une petite cérémonie de Templiers croisés, dignes descendants. Donc, nous avons vu aussi que c'était un port important aussi pour les Templiers. Hein. Ils faisaient escale ici avant de partir jusqu'à Jérusalem quand ils passaient par la mer. Donc, on peut remarquer qu'ils partaient d'Angleterre, partaient d'Écosse, d'Angleterre et faisait escale ici, hein, il faisait escale à Gênes et ensuite ils allaient jusqu'à Jérusalem. C'était une place importante et qui est devenue indépendante sans aucune autorité en tant que république. À cette époque-là, vous pouvez admettre que c'est original. Et donc, lorsque les Templiers ont été jugés, puis assassinés, et que certains sont partis du côté de l'Écosse, on peut dire qu'il y en a qui sont allés jusqu'en Amérique, Écosse, Amérique, Suisse et Gênes, région monégasque, entre autres, des points de relais, des points commerciaux qui appartiennent aux Templiers, où ils ont pu s'installer. Ce sont des points les points qu'ils ont préparés en secret, qui leur a servi de repli. Voilà. Lorsqu'ils ont été jugés par Philippe le Bel. Donc, ils ont été jugés, beaucoup sont morts, mais d'autres ont survécu, certainement les pires, les plus mauvais, les plus machiavéliques. Et de là où ils sont partis, en Écosse ou en Suisse, eh bien, ils ont préparé leur vengeance. Hein, que ce soit de la Suisse ou même de Monaco. Ils ont préparé leur vengeance, à savoir qu'ils détestent la France.
Ils détestent la France et les Français par rapport à leur jugement sur les Templiers. Voilà. Donc ils cherchent à se venger. Dites-vous que s'il se passe des attentats un 13 octobre aussi, là c'est un acte des Templiers, un acte de vengeance. Et ce qui a donné par la suite la guerre de 100 ans, pas longtemps après, 20-30 ans après le jugement des Templiers, eh bien, il y avait la guerre de 100 ans, bizarrement, hein, provoquée par l'Angleterre. Donc moi, je vais vous expliquer ce qui a dû certainement se passer, c'est que les Templiers, une grande partie des Templiers en sont partis, donc ont rejoint leur base de repli, et en Écosse plus particulièrement, eh bien, ils ont réussi à négocier avec le roi d'Angleterre, de l'Écosse. Ils ont négocié avec le roi d'Angleterre. Ils ont dû lui dire, bon, mais tu vois, on n'est plus avec la France. Le roi de France, il est sans nous. C'est le moment d'aller attaquer. Le roi d'Angleterre a certainement écouté. Les Templiers ont certainement attaqué du côté des rois d'Angleterre la France. Mais malheureusement, ben, ça a été moins facile que ce à quoi ils s'attendaient. Et ça a duré donc, ça a donné la guerre de 100 ans. Vous voyez, ça c'est le premier acte de vengeance. Déjà, pour commencer, c'est pas mal. Sous un faux drapeau. L'utilisation de l'Angleterre. Et puis après, il y a eu... Bon, il y a eu l'Inquisition. Donc l'Inquisition, du mot latin inquisito signifiait enquête, recherche. Donc l'Inquisition, déjà les Templiers l'ont pas mal subi. Hein, il y a eu une enquête sur les Templiers, c'était l'Inquisition. C'était un petit peu avant le jugement des Templiers, justement. C'était l'Inquisition médiévale. Puis il y a eu l'Inquisition espagnole. Cela, c'était contre les protestants. Les protestants, hein, nous savons que c'est... les protestants, cela vient de Henri VIII, roi d'Angleterre, qui s'est proclamé dirigeant de l'église anglicane, grand maître de l'église anglicane, et qui a refusé de se soumettre à l'autorité papale et qui a donc décidé de prendre l'autorité de sa propre église personnelle anglicane, qu'ont certainement rejoint les Templiers. Alors, s'il a demandé son indépendance, s'il a rejeté l'autorité du pape, c'est certainement qu'il avait des appuis derrière lui, et ces appuis étaient certainement les Templiers, et certainement encore par vengeance contre le pape. Donc vous voyez que là, à partir de ce moment-là, c'est l'esprit de vengeance qui domine. L'esprit de vengeance contre ceux qui ont jugé les Templiers, contre... ils continuent, hein, le plan des Templiers, qui était leur guerre contre les Sarrasins, et ils continuent leur plan, et à côté il y a aussi leur vengeance contre la France et le pape. Et donc il y a eu l'Inquisition et l'Inquisition romaine. Il y a eu celle contre les protestants, ce qui a donné cette grande guerre de religion aussi, entre les catholiques et les protestants, encore provoquée, selon mon explication, par les Templiers, sous l'influence des Templiers, par la demande des Templiers en secret. Jusqu'à nos jours, ils sont toujours là, sous l'influence de l'esprit du dragon. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir apporté pas mal de précisions et que vous y voyez plus clair dans l'histoire. Vous voyez, c'est un fil de logique. Tout est lié. Beaucoup de choses sont faites pour ternir l'image chrétienne, mais c'est de la manipulation. Les seuls à faire le mal sont ceux qui sont dominés par l'esprit du mal, par l'esprit du dragon.
les chrétiens, les vrais chrétiens, ne sont pas sous l'influence du mal, de la mort, de la destruction. Donc ceux qui ont tué par l'épée ont été tués par l'épée. Dans les Templiers, il y en a qui défendaient les faibles, mais peut-être pas de la bonne manière. Il y en a d'autres qui, eux, étaient carrément mauvais, et ce sont ceux qui perdurent encore aujourd'hui, qui travaillent en secret. Voilà. Donc je vous remercie tous pour votre attention, et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous.